d'éjaculation sociale. Voilà. C'est bon. J'ai placé. Vous ne connaissez pas la blague. Vous ne connaissez pas la blague. Arrêtez de la trouver. C'était une phrase qu'il était censé placer pendant la conférence et il vient de la placer en premier mot. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça pas loyal comme jeu. Je ne suis pas quelqu'un de loyal. Donc, pour cette conférence, le sujet de la conférence sera le cinéma français de science-fiction. Voilà, pour lancer quelques pistes, on va faire La définition du zéro absolu, ça c'est quand même assez incroyable. Mais on va faire un état des lieux déjà pour commencer effectivement du cinéma français de science-fiction et on basculera après sur les perspectives et vers où ça peut mener et dans quelle direction peut évoluer ce cinéma-là. Pour commencer, je vais vous présenter, je vais commencer par François, qui est celui qui a la notoriété la plus importante. Ah, ainsi que la plus belle barbe. Donc François Thorel, le fossoyeur de films. La plupart d'entre vous le connaissent. Sa chaîne YouTube, donc le fossoyeur de films, aborde. Le fossoyeur de films aborde divers sujets de cinéma. Oui, C'est vrai. jusque-là c'est vrai. Jusque-là, c'est bon. Là, je suis plutôt spécialisé en cinéma de genre, en tout cas sur la chaîne, c'est la teinte globale de la chaîne, et voilà, je parle de... Ouais. Cinéma de genre. Voilà, soit de thématiques, soit de films Des particuliers. chroniques, des analyses de films, des films un peu anciens, des films plus récents. Tu fais aussi des critiques régulièrement, et effectivement des dossiers de fond sur certains sujets. Voilà, régulièrement. Nouveau format aussi, le nouveau format court que tu as lancé. Ouais, l'aparté, qui permet de reprendre le personnage du fossoyeur et d'avoir ce ton d'écriture qui est un petit peu différent quand j'utilise et traiter des sujets un petit peu décalés et qui m'amusent et qui ne nécessitent pas forcément un développement d'une demi-heure. Donc voilà, je suis content qu'on fasse cette table ronde aujourd'hui parce que plus que la science-fiction, la thématique du cinéma de genre en France est une thématique que j'ai envie d'aborder sur un futur épisode. Donc soyez performants s'il vous plaît, écrivez mon script à ma place aujourd'hui. Je prendrai des notes. Merci. Ensuite, je vais vous présenter Ginger Force qui est à ma gauche. Ginger Force, donc aussi critique cinéma. Son émission principale s'appelle Adaptation et elle parle des adaptations au cinéma de livres. Son point de départ, c'est la littérature. Et elle nous parle dans ses vidéos, elle nous fait des analyses de films sur le processus créatif qui part du livre jusqu'au film. Ça. Voilà, et j'admets que j'ai eu absolument aucune originalité quand j'ai trouvé le titre de l'émission. Mais c'est vrai que, comme disait François, la science-fiction en France, c'est un genre qui est très développé. Il y a beaucoup d'auteurs français de science-fiction qui sont adaptés, mais aux États-Unis principalement. C'est vrai que c'était peut-être intéressant d'en discuter, de faire cette table ronde tous ensemble. Je passe ensuite à Victor Bonnefoy, alias In The Panda. Bonjour. Sur la chaîne du même nom, la chaîne In The Panda. Alors In The Panda, c'est avant tout un personnage que tu as créé, un personnage de psychopathe, on peut le définir comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que tu parlais d'originalité dans le nom avec adaptation. Je fais une émission qui parle de films inconnus et elle s'appelle Film Inconnu. Alors, ah mais c'est en anglais. Oui, mais tu vois, c'est pour ça jouer un peu à l'américaine, genre oui, non mais vous comprenez quand même, on est au-dessus de ça, oui. Les titres en anglais, ça marche toujours. Toujours. Mais du coup, moi je peux dire adaptation. Adaptation. Ça s'exporte très bien. Excuse me, I'm Ginger Force and I do adaptation and a pavé dans la mare. Donc, In The Panda, les vidéos d'In The Panda, c'est cette espèce de fil rouge où tu joues ce personnage de tueur en série qui décide de tuer des gens au hasard dans la rue et tu leur fais une leçon de cinéma avant de les tuer. Et donc, c'est à chaque fois l'occasion de parler d'un film. Ton émission est construite comme une web-série, par épisode, par saison. François intervient sur la première saison. Il meurt. Voilà, spoil. Désolé. Fallait regarder avant, c'est con. Hein. Franchement, In The Panda, il est pas Charlie. Ah non, absolument pas. Et donc, pareil, tu fais de l'analyse de films, tu nous fais découvrir aussi des films méconnus. Tu vas fouiller les films les plus méconnus de l'histoire du cinéma pour essayer de nous les présenter, les réhabiliter, certains. Oui. J'ai pas grand chose à dire de plus, il a très bien vendu mon concept. Hein. Je vais t'engager comme chargé de com. Merci beaucoup. Et on va terminer avec l'équipage du Nexus 6. Bonjour citoyens. Voilà.
avec le capitaine du Nexus 6. À ta gauche, on a donc Sleknos. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Slekno, donc qui est le mercenaire et aussi le réalisateur de l'équipage de l'émission. Exactement. Et ensuite Robin, qui est la mécano de l'équipage. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc Nexus 6, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Vous avez un peu moins d'un an d'existence. Oui, bientôt un an. Voilà. Le concept de Nexus 6, c'est la science-fiction. Voilà. Là, pour le coup, vous êtes à fond dans le sujet. Vous parlez que de science-fiction. Les épisodes principaux, qui durent à peu près une vingtaine de minutes, nous parlent d'un film ou en tout cas d'un sujet. Vous avez apporté le post-apo. Sur la dernière émission, c'était sur le post-apo. Un film, un genre. Peut-être que ce sera un jour une série d'animés. Ça pourrait être un livre si un jour je trouve un livre avec lequel c'est facile d'illustrer, parce que c'est ça aussi la problématique quand on parle d'un livre illustré sur 20 minutes. Enfin, bon, si un jour je fais Dune par exemple, bon, il y a beaucoup de choses pour illustrer. Par contre, si on fait le dernier Stephen Baxter, qui est un roman de hard science qui est sorti l'année dernière, enfin il y a 2 mois, j'ai même pas un fan art sur internet pour illustrer, donc là c'est bien difficile. Mais bon, voilà. Et donc le principe de Nexus 6, il y a aussi, vous faites des émissions en parallèle, des émissions plus courtes, où là tu te permets de parler plus de jeux vidéo, de littérature. Voilà, c'est ça. En fait là, le but c'est pas d'analyser forcément, c'est plus de faire découvrir. Donc en littérature, ça va parler d'un livre qui m'a plu et de donner envie de le lire. Donc il n'y a pas vraiment d'analyse, là c'est vraiment de la description, essayer de susciter l'envie. Et pareil un peu pour le jeu vidéo ça va plutôt être essayer de parler de films qui sont un peu de jeux vidéo qui sont tombés dans l'oubli. Voilà. Donc leur redonner un petit peu. Unknown Video Games. Ouais, voilà, on pourrait faire ça. Je vais rappeler ça comme ça, mais voilà. Mais on devrait faire une collaboration tous les deux. Ouais. On aurait inventé un truc. Et donc Nexus 6, l'émission, je vous invite à la voir, extrêmement beaucoup de fiction dedans, vous mettez en scène. Vous mettez en scène dans le rôle de l'équipage du Nexus 6. Non, ce sont nos aventures, c'est ça que... voilà, ce n'est pas une mise en scène, ce sont nos aventures. C'est ça qui est beau. C'est un documentaire en fait. C'est donc un documentaire sur les aventures de l'équipage du Nexus 6. Oui, voilà, et en fait on a une intelligence artificielle dans le vaisseau qui est vraiment là pour filmer ce qui se passe, quoi. Et moi après je fais un peu de montage, voilà. Concrètement c'est ça. Donc... Moment gênant. La magie de la communication. Ne le croyez pas, c'est pas grave. T'as pourri le groupe de l'enfant. On est au-dessus de ça. Donc dans 50 ans, il y a un holocauste nucléaire, vous allez tous crever. Donc je vous invite vivement à aller découvrir les différentes chaînes YouTube de nos invités. On va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer sur le sujet qui nous intéresse, qui est donc la science-fiction française au cinéma. Et pour ça, on va d'abord parler, je pense, voilà, pendant une petite vingtaine de minutes en tout cas, de où on est à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a été fait en science-fiction française au cinéma. Je vous ai apporté, certains l'ont déjà, des anti-science. ont déjà jeté un coup d'œil, une liste complète des films, c'est donc une liste Wikipédia, qui répertorie les films de science-fiction français. Une liste qui n'est pas très... Au cas où on ne peut pas réviser avant de venir. Si, pour le coup, elle est vraiment complète cette liste. Elle en comptabilise 160. 160 films classés dans la catégorie science-fiction. Il y a la soupe au chou. Bien sûr qu'il y a la soupe au chou. Il y a Babylone AD. Il y a Babylone AD. Il y a quelques déchets. Il y a Banlieue 13. Honnêtement. Et Banlieue 13 Ultimatum, ne l'oublions pas. Resident Evil Apocalypse. C'est français? Resident Evil Apocalypse? Une preuve française? Non mais c'est en ça que je dis que la liste n'est pas bonne, c'est qu'il y a souvent aussi des coproductions C'est vrai internationales. qu'il y a Spermula. Oui, c'est pas là. Alors, il faut qu'on revienne sur la définition de science-fiction, parce qu'il y a Enter the Void. Ah oui, non, mais tu vois, c'est ça que je te dis que... Il y a également Tintin et les oranges bleues. Il y a Tintin et Tintin et le lac au requin, avec Macario et Mona, mais sauf que les plus jolis. Ginger, en concert dans toutes les MJC de France. En PDSL uniquement. Il y a Mélancolia aussi, mais c'est pas une prod... Il y a une prod française derrière Mélancolia? Ah, il y a Ace Wonder. C'est une coprode européenne, mais Je sais pas. Ah, il y a les yeux sans visage de Franju. Tu l'as vu ou pas? Non. Il y a les yeux sans visage de Franju. Ah mais voilà. Est-ce que ça peut être compté comme de la science-fiction? Pas du tout. Attends, il y a Attack the Block. C'est pas français.
Mais je vous dis que la liste est mauvaise. Non. La liste n'est pas mauvaise, mais elle prend en compte effectivement les coproductions françaises et notamment des coproductions Canal+ ou EuropaCorp. Ouais, voilà. Ah oui. C'est pour ça. Ah oui, EuropaCorp. Donc ceux-là, on les met de côté. Et à partir de cette liste, mais aussi à partir, c'est la première question, c'est qu'est-ce que vous retenez du cinéma français de science-fiction? Quelles sont pour vous les références, les films les plus importants à retenir dans le cinéma de science-fiction? Il y a surtout un gros mythe en France qui veut qu'il n'y ait pas de place et de public pour le cinéma, plus que de science-fiction, pour le cinéma de genre en France. J'ai l'impression que c'est une légende qui perdure depuis des années. Il n'y a pas de financement pour ça aujourd'hui, on dirait. J'ai l'impression que c'est un mythe qui s'auto-alimente, qui est fou, parce qu'en plus, c'est rien de plus faux. Il y a un cinéma de genre à la française, mais depuis très très longtemps. Là, je sors du domaine de la science-fiction, mais en termes de fantastique, avec des réalisateurs comme Tourneur et Franju au XXe siècle. Depuis très longtemps, depuis les années 40, 50, Les yeux sans visage que tu as mentionné, qui n'est pas du tout de la science-fiction, mais c'était du genre. C'était des films formidables. Et on est aussi un pays qui a créé des revues de science-fiction qui a été la plus influente dans l'histoire de l'humanité, bordel de merde, qui est depuis longtemps. Et après, à côté de ça, il n'y aurait pas de place pour le cinéma de genre, le cinéma de science-fiction. Alors qu'en plus, effectivement, il y a eu beaucoup d'œuvres de science-fiction françaises vraiment très très bonnes qui ont existé. C'est la France qui a créé la science-fiction au cinéma, bordel, avec Le Voyage dans la Lune de Méliès. Ouais, c'est ce que j'ai dit. 1902, Méliès. C'est pour ça que je parlais de ville pour. Voilà, salaud. J'ai commencé à te toucher, à te caresser la cuisse et tu as vu que je parlais, salaud. Mais le fait est qu'effectivement, en France, on a un problème au niveau de la distribution. Je parle d'un film qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la science-fiction, mais Scott Pilgrim versus The World, qui, lorsqu'il est sorti, a été extrêmement mal distribué en France parce que les producteurs ne savaient pas comment le présenter. Est-ce que ça devait être présenté comme un film pour ados? Est-ce que c'était un film sur les jeux vidéo? Est-ce que c'était une comédie sur l'adolescence? Et c'est vrai qu'on a un vrai problème avec les films qui sortent un peu du cadre des films qu'on a traditionnellement l'habitude de voir en France. Et c'est que la science-fiction est très mal distribuée. Et par exemple, au niveau de tout ce qui est influent en France, moi je pense notamment à René Laloux, dont on parlait tout à l'heure, qui est un réalisateur français de films, d'animation, de science-fiction, qui sont très très perturbants. C'est vrai, c'est mignonné. C'est mignonné. Et c'est vrai que René Laloux, c'est un pilier au niveau de la science-fiction animée en France, mais il reste assez méconnu, on va dire. Et on en parlait tout à l'heure avec le capitaine. Ouais, je vais parler comme ça. On parlait tout à l'heure avec le capitaine, évidemment. On parlait avec le capitaine tout à l'heure d'un film dont je me rappelle de la com, qui était vachement importante au milieu des années 2000. C'est Dante 01, qui est un film qui est réalisé par Caro, qui avait bossé avec Jeunet sur Delicatessen, qui avait co-réalisé avec Jeunet. Et avec Lambert Wilson qui fait de la muscu. Ouais, avec Lambert Wilson, le crâne rasé. Oui, quand même. Bref, et le film avait tout pour plaire. Un putain de réalisateur, une équipe, un casting de fou, des moyens ultra déployés. Et puis même quand on pense à l'univers artistique de Caro, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir le film. Et le film, c'est manger le fion. Mais surtout, il est pas très bon. Non, je sais pas s'il y a eu une grosse. Non, ça a été une. Oui, on est d'accord. Ça a été une perte d'argent. Ah ouais. Et donc je pense que c'est ce genre de. Des fois, il y a un studio qui se dit tiens, je vais essayer de prendre une prise de risque et de faire de la SF française, et puis ils se mangent la gueule. Et ils se disent oh bah, je vais plutôt produire une comédie avec Franck Dubosc. Ça fera gagner de l'argent. Ben, pour finir la discussion qu'on a eue, il y a eu Eden Log qui est sorti à la même période à peu près. Je sais pas, est-ce que qui pour le coup est vraiment bien. Qui est bien. Ouais. Enfin, bonne surprise. Oui, bah, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est. Est-ce que quelqu'un se souvient d'Eden Log? Avec Clovis Cornillac qui se réveille en fait dans un souterrain, dans un monde post-apo. Et c'est un peu pareil. Perso, ça m'a un peu freiné le fait qu'il y ait Clovis Cornillac. Ah bon? Tu sens que c'est le mec qu'on prend en dernier quand tous les autres ont Il a joué dans les bons trucs, Clovis Cornillac. Bah oui. Camping. Voilà, Astérix et Obélix. Mais dans Eden Log, il parle très peu et il est couvert de boue, donc ça peut bien. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, il était partout. Bah, il y avait une boîte de production à l'époque qui s'appelait P-Movies aussi, qui avait produit pas mal de trucs, dont un des premiers films dans lesquels il avait joué, je crois que ça s'appelait Maléfique, c'était dans une prison. C'est eux qui avaient produit aussi Bloody Mallory. C'était une période où en France il y avait cette boîte de prod qui avait émergé, ils essayaient vraiment de produire du film de genre à la française et d'enrayer l'espèce de malédiction dont je parlais tout à l'heure. Mais enfin voilà, Dante, il y a des bons films de science-fiction qui existent bien entendu, mais Dante il était pas juste pas terrible quoi. Il y avait aussi, je sais pas si tu l'aimais ou pas, mais il n'a pas glané non plus le public à cause de sa qualité très relative. Et Marc Caro, je sais pas ce qu'il fait depuis,
C'est vrai que c'est un gâchis parce qu'il a beaucoup de talent. Bah, il se noie dans ses billets, c'est tout. Il s'ennuie, Marc Caro. Mais en fait, pendant cette période-là, il y a eu pas mal de films, mine de rien, et nous on en avait déjà discuté. Il y a eu Chrysalis, il y a eu Résurrection, Renaissance. Renaissance, pardon. Chrysalis, c'était un film de. Alors, c'est celui avec Dupontel, on est d'accord? C'est celui-là? C'est Renaissance. Non, Renaissance, c'est celui qui est en CHD. Voilà, il y a eu Renaissance, qui est un film d'animation de science-fiction, qui était plutôt pas mal. Bon, il avait des défauts. Hein, c'est le cel shading c'est noir et blanc. de cel shading noir et blanc. Ouais, voilà. Qui est passé aussi complètement à la trappe, alors qu'il y avait une certaine prise de risque, il y avait une volonté de faire quelque chose de nouveau, de poilu. Bon, il a des défauts, mais il est sympathique. Et pareil pour Chrysalis, voilà, qui avec Albert Dupontel, qui est un polar de science-fiction, ma foi, sympathique. Il y avait eu Enki Bilal qui avait fait. Oui, surtout Enki Bilal qui a débuté donc, dans Métal Hurlant, on l'a revu, qui est le dessinateur qui a fait La Femme Piège et compagnie, et qui a fait quelques films de science-fiction. Le dernier qu'il a fait, c'était Immortel, effectivement, avec Linda Hardy, qui est un bon film plutôt. Qui s'est défoncé défoncé. par la critique. Ouais. En fait, il y a des parties pris esthétiques qui sont bilalesques. Enfin, si vous lisez Enki Bilal, c'est quand même un univers assez particulier. Et la retranscription en cinéma, des fois, par manque de moyens, peut faire un peu cheap. Surtout, c'est que là, ils ont fait ça dans une période où les effets spéciaux, la modélisation numérique, surtout des personnages, étaient assez limites, ça a très mal vieilli. Mais il y a quand même certaines scènes où j'ai l'impression qu'ils ont mis absolument tous les moyens, tous les efforts, qui sont vraiment confondants. Il y a des personnages qui sont entièrement numérisés, enfin, qui sont entièrement créés via l'infographie. Et ça marche très bien. Il est sorti en quelle année, Immortel? 2003, grosso modo. Mais avant ça, il avait fait 2 films dans les années 80-90 qui étaient Tico Moon et Bunker Palace Hotel, qui sont pour le coup vraiment très très bien. Et qui paradoxalement ont moins mal vieilli, vu qu'il n'y avait pas d'image de synthèse foireuse dedans. Ouais. Et voilà. Mais pour répondre à ta question de base, qui était qu'est-ce qui nous a le plus marqué dans la science-fiction française, je sais pas, d'abord du job peut-être. Est-ce que tu as un film là en particulier? René Laloulala. Chez Lalou? Non, dans la science-fiction française, quel est le film qui t'a... Je pense justement que c'est Gandhar de René Laloux que j'ai revu. Ah pardon, excuse-moi, Que j'ai revu hier soir après. Ça faisait peut-être 10 ans que je l'avais pas vu, que je l'avais pas revu. Et il m'a marqué, mais aussi parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais visuellement, au niveau de l'animation, c'est très vieux, c'est très saccadé, les personnages sont toujours très statiques. Mais il y a des choses qui sont assez perturbantes, le fait que tu as le protagoniste qui rencontre un peuple qui a subi des mutations génétiques totalement dégueulasses, avec des corps d'enfants qui poussent au milieu de l'abdomen, des pieds qui poussent sur le visage. En fait, je pense que ça m'a marqué parce que ça m'a terrorisé. Je me permets d'intervenir là-dessus. Gandhar, c'est un film qu'on a programmé au sein des Intergalactiques l'année dernière. René Laloux travaillait à partir de romans de science-fiction. Chacun de ces 3 films d'animation sont adaptés de romans. Et Gandhar, en particulier, c'est un roman écrit par Jean-Pierre Andrevon, qui est présent en ce moment même sur le salon, qui est un des habitués du festival et qui vient chaque année. Fonce, fonce. Tu as cette dédicace. Victor? Pour le coup, en relisant la liste, je suis tombé sur un film qui à l'époque m'avait beaucoup marqué, j'ai complètement oublié, qui est un film d'animation français de science-fiction, c'est The Prodigies, l'adaptation de 2012, je crois. Je crois que le bouquin s'appelle La Nuit des Enfants. La Nuit des Enfants, Bertrand Martier. Et je sais qu'il s'était fait défoncer à l'époque. Les gens n'avaient pas aimé le style, n'avaient pas aimé le rythme, n'avaient pas aimé la manière. Et je trouvais que le film était ultra intelligent dans sa manière de montrer des scènes crues, de façon à ce qu'elles soient comprises à la fois par le public âgé et le public un peu plus enfant, sans avoir besoin d'aller dans une démesure de violence forcément. Et c'était juste une violence graphique, très juste, exprimée avec des personnages en cel shading ultra marqués. Et le film m'avait vraiment impressionné. Et je parle d'une adaptation, donc je suis sûr que tu vas rebondir. Mais pour le coup, le film m'avait marqué. Et j'étais triste de voir que les gens n'aimaient pas. Je sais pas si les gens l'ont pas aimé, mais il a pas non plus été hyper bien vendu. Enfin, il a pas marché par un manque de com, je pense. C'est qui fait la voix du personnage principal? Je crois que c'est Mathieu Kassovitz. C'est Mathieu Kassovitz. C'est Kassovitz, ouais. Le professeur, enfin l'adulte qui gère les enfants. Effectivement, j'avais consacré un épisode d'adaptation, je crois que c'est le 2e, donc il y a très longtemps. Et le film a peut-être aussi souffert de sa comparaison avec le roman d'origine, qui était effectivement beaucoup plus hardcore. Par exemple, dedans, il y avait, t'avais un personnage, donc le personnage de l'adolescente et le personnage de Jimbo Farrar, qui est donc l'adulte,
qui ont une relation amoureuse et sexuelle dedans, sauf qu'étant donné que c'est une adolescente, ça n'a pas été transcrit au cinéma, certainement pour éviter de transmettre des super messages sur la pédophilie. Et en fait, il y a beaucoup... Super, j'adore cette ambiance. Voilà. Abonne-toi. Et du coup, il y a beaucoup de choses aussi... C'est bien, c'est bien. Et du coup, il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées à la trappe avec l'adaptation. C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est fait défoncer au niveau de la critique, parce que les gens ont dû faire le comparatif avec le roman qui était beaucoup plus hardcore. Après, justement, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés parce qu'ils ont quand même gardé des scènes extrêmement hardcore qu'ils ont essayé. Je pense notamment à la scène du viol qui est juste. Visuellement, qui est visuellement, je le trouve incroyable. J'étais scotché dans le fauteuil, je me suis dit, ok, d'accord, donc on peut montrer et parler de ce genre de truc dans un film qui est plutôt tout public, sans avoir à tomber dans une surenchère et juste par la puissance des images et la puissance de l'animation en face. J'avais trouvé ça giga impressionnant. En fait, au départ, je crois qu'il devait être interdit au moins de 16 ans, mais qu'étant donné qu'ils avaient peur de ne pas savoir comment le vendre, ils ont réduit la violence pour en faire un film interdit au moins de 12. Voilà. Mais ça n'a pas typical de genre. François? Moi j'hésite sur les premiers Jeunet et Caro. Justement, La Cité des Enfants Perdus m'avait énormément marqué. Film d'ambiance de fou, direction artistique de fou, c'est. Ouais, Pantaclone. Avec Daniel Emilfort, cet acteur qui a. Je sais pas s'il est mort. Oui. Ouais, mais. Et Ron Perlman qui parle français. Ouais. Oui, c'est ça. Italien, je crois, non? Ça, c'est un nom d'arrose. Non, je crois qu'il parle pas italien. Il essaye de parler en tout cas dans le film. Ouais. Il essaye de dire des trucs. Mais il y avait ça et aussi un Jeunet et Caro moins connu par lequel ils ont commencé, Le Bunker d'Anna Rafale, dont on parlait hier quand on présentait La Jetée, qui est un film post-apo ultra rugueux, difficile, muet. Il y a un grain d'image dégueulasse. C'est vraiment, on sent quelque chose qui est vraiment sans concession, quoi, qui va à l'inverse de ce qu'on s'imagine comme étant de la SF française lissée entre guillemets. Donc ouais, surtout ça qui m'a marqué et La Cité des Enfants Perdus, si je ne m'abuse, a quand même bien fonctionné commercialement. Donc, et puis l'inception, ça fait partie de ces exceptions, quoi. Tu dirais, c'est la preuve que ça marche, qu'il n'y a plus pour ça et que ça va décoincer les financeurs. Non. Ouais, mais après, est-ce que le nom, déjà après Délicatessen, est-ce que les noms de Jeunet et Caro n'étaient pas déjà bankable pour attirer un certain public? Et puis même au-delà de ça, je trouve qu'on a une touche vraiment 90s dans le film qui se ressent, et je pense que c'est un univers qui devait toucher à l'époque et qui devait attirer justement pour ces délires-là. Et puis même, il y a des petites facilités qui font que je pense que ça attire un peu en public. Tu mets Ron Perlman à l'affiche, tu dis « Oh, il y a des acteurs internationaux » et t'as pas l'impression vraiment de mater un film français dans le fond. Mais Ron Perlman, c'est pas une tête d'affiche. Et je sais surtout pas ce que... à l'époque. Ron Perlman. Bah oui, pour toi, moi j'adore. À l'époque, Il est sorti en 94. Ouais, ouais. Hellboy, il met pas Ron Perlman comme Hellboy. Non, c'est Hellboy, quoi. Ouais. Mais ouais. Après, ça reste un univers très tranché, très atypique, qui n'est pas forcément grand public. Peut-être que le côté fable, effectivement, a attiré et que ils ont réussi à ouvrir cet univers à ce niveau-là. Après, ils ont essayé de faire d'autres contes et d'autres délires un peu comme ça. Je me rappelle, ils avaient fait une adaptation du Petit Pousset. C'était vraiment pas bien. C'était pas eux? Non, c'est pas eux. Non, c'est pas Gans qui a fait ça? Non, c'est pas Gans. C'est qui? Merci. C'est Olivier Dahan. Ah, merde. Oui, avec le truc super sombre avec les... Voilà, ils ont essayé de s'engouffrer justement dans ce côté un peu conte, sombre, puis ça a commencé à se manger, ils ont dit « Oh bon, on va arrêter de produire ça, de toute façon ça marche plus. » On va faire Camping 2. On va faire à la longue. Mes chers amis de Nexus 6, vous, quel est votre Dans le classement, on était d'accord? Oui, le 5e élément. Mais on triche, voilà. On triche, tant pis. Parce que le 5e élément, c'est moi, c'est le film que j'ai le plus vu au cinéma, je l'ai vu 13 fois au cinéma. C'était à une époque où la place de cinéma coûtait 40 francs, donc c'était différent. Et il était sorti en plein printemps du cinéma, si je me souviens bien. C'est un film merveilleux. C'est le plus grand des sons, je dirais. Mais ça, c'est très personnel. C'est pas difficile. Non. Mini parenthèse débat, t'en pensez quoi de Lucie? Alors, j'avais pas prévu de faire un épisode dessus de toute façon, donc je veux bien te donner mon avis. J'ai pas trop aimé. Mais. C'est une façon gentille de dire que je suis sorti de la salle en m'arrachant les cheveux. En fait, le film, il aborde des thématiques qui me plaisent beaucoup. La création de l'univers, le Big Bang, le fait qu'elle tombe sur Lucie. Enfin, c'est même pas notre ancêtre, vu que c'était une autre espèce d'hominidé, mais bon, on va raccourcir quand même, on va dire que c'est notre ancêtre. Ça, c'est des choses qui me plaisent, cet imaginaire.
c'est des choses qui m'ont plu. Après, on a fait, le film a été mal marketé parce qu'on te dit, ok, elle utilise 100% de son cerveau, et du coup, les gens commencent à dire, mais c'est pas comme ça que ça va se Mais passer. pour le coup, Besson directement en interview Voilà. a dit non, mais c'est des conneries, il faut Voilà. pas écouter ça, Voilà. mon film passe pas tout ça. Donc- Ah oui, j'ai beaucoup aimé Lucie. Non, il y a eu un mauvais Désolé. procès. Il y a eu un mauvais procès. Après, moi j'aime bien la première partie, c'est-à-dire celle qui se passe en Corée. Je trouve que là c'est vraiment du Besson. Dès que c'est à Paris, j'ai trouvé que ça perdait vraiment son souffle. Et- Besson qui dirige Choi Min-sik, déjà Ouais, on est sur un qui est level, super. voilà quoi. J'aime beaucoup. Mais en fait, je suis assez neutre. J'étais pas fou en sortant et j'étais pas non plus haineux. Donc, ce qui est peut-être en fait un peu pire. Enfin, c'est le pire, c'est-à-dire que ça n'a pas trop d'avis sur le film qui est sorti. Mais disons que je peux pas comprendre qu'on puisse être profondément touché parce qu'autant les thématiques qui sont Ouais, tu abordées. n'as pas pleuré? Non, je n'ai pas pleuré. Les thématiques qui auraient pu me faire pleurer, je trouve qu'elles sont traitées par-dessus la jambe, si ce n'est, on en avait parlé une fois, graphiquement. Enfin, Ces représentations à la fin cosmiques sont, Qui sont très super, belles. super efficaces. mais après, pour moi, même en termes de mise en scène, il y avait des choses qui me gênaient. Un truc malin, par contre, et ça, il faut le noter parce qu'il aurait pu faire la facilité d'une scène d'action gratuite et facile, c'est quand elle est dans l'hôpital. C'est pas son genre. Bref. Quand elle est dans l'hôpital et qu'il y a des mecs qui sont face à elle, sauf qu'elle est déjà un surhomme, enfin un être supérieur, elle aurait. Voilà, et au lieu de tomber dans la scène de combat kung-fu à laquelle on pourrait s'attendre, eh bien en fait il n'y a aucune raison d'avoir ça parce qu'elle n'a pas besoin de se fatiguer à faire ça. Du coup elle les soulève, à la limite elle pourrait même les faire Ah disparaître. non, mais Besson détruit la cohérence de son film à tout instant, Oui. mais c'est juste pour donner du grand spectacle qui t'en a Non, mais là pour le coup, tu vois, il est resté dans la logique de la chose. Tu vois. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, personnellement, ceux qui me connaissent savent que je déteste Besson. Et j'aime pas du tout Besson. Et j'ai pas vraiment aimé Lucie. Mais après, le point de départ de se dire, ouais, on n'utilise que 30% de son cerveau, ben là on utilise 100%, ça m'a pas tellement choqué parce qu'après tout, c'est un postulat de base qui est classique, mais c'est pas parce que le scénario de base est quelque chose de très basique que ça peut pas arriver, que ça peut pas amener à un très bon film. Non, Personnellement, ça m'a pas dérangé que ça soit un truc aussi niais que elle utilise 100% Non, de son il n'y cerveau. a pas de problème vis-à-vis de ça. Non, je dis juste qu'il était mal marketé là-dessus parce que du coup, après, les gens ont commencé à analyser le truc comme ils ont analysé Interstellar après, enfin, ce qui était aussi débile d'ailleurs, la réalité scientifique, tu vois. Non, tu prends une réalité scientifique ou une espèce de théorie scientifique, Ouais, oui, tu la vulgarises pour amener des procédés narratifs ou des procédés de mise en scène qui défoncent. Voilà, là, c'est pas le cas. En l'occurrence, mais il n'y avait pas à faire non plus ce procès à ce film parce qu'il n'avait pas l'ambition non plus d'être réaliste scientifique. Mais après, Si ça c'est avait une été croyance. Besson, si ça n'avait pas été Besson et si ça n'avait pas eu un tel succès, jamais il y aurait un tel fond autour de Ouais. ce film. Par contre, Ça aurait été pas considéré le comme succès. une série B sympathique, Ouais. pulp et Ouais, je basta quoi. Par contre, c'est une énorme connerie de faire Lucie 2. Ah oui, non. Il y a Besson qui est en train de l'écrire et il y croit tellement pas qu'il a dit oh, bah c'est un autre réalisateur de Rocapacor qui va le prendre et moi, je m'en fous. Ça va juste montrer Margaret Friedman qui met la clé USB dans son ordi. C'est un chargement d'1h30 C'est ça. et Ça les crache. lumières explosent. Et, Attends, ça crache, c'est bon. et à la fin, il y a un fichier lucie2.divix.mp4. Point rare. Point rare. Attends, ils ont fait un Titanic 2, je veux dire, tout est possible. C'est vrai. Ils ont fait Titanic 2. Ils ont fait Titanic 2, ouais, Asylum tout a est fait possible, Titanic 2. désolé. Ouais, Zidane, mais en même temps, si c'était Zidane qui faisait Lucie 2, ça serait Ça intéressant. serait sympa. Mec, Il y aurait des dinosaures je donne pour qui le laser. crowdfunding. Je donne pour le crowdfunding de Lucie 2 par Asylum. Mais concrètement, il va faire Valérian et Laureline. Voilà. J'ai vraiment hâte, non, j'ai on vraiment hâte de on en parlera peut-être après parce que tu voudras aborder sûrement l'avenir. On diverge. On diverge là. Diverge. Et j'ai découvert cette blague hier quand j'ai dit digresse. Non, je suis honnête. C'était déjà toi. D'accord. Du coup, éventuellement, pour aller plus loin, effectivement, pour continuer cette table ronde, la prochaine question que j'aurais à vous poser, c'est quelles sont les inspirations de la science-fiction française et plus largement, qu'est-ce qui la spécifie? Quelle est cette, qu'est-ce que la science-fiction française a de particulier qu'on pourrait ne pas retrouver dans d'autres types de science-fiction? Plus de liberté, plus expérimental, moins forcément dans le grand spectacle. Là, encore une fois, quand on parle SF française, je pense spontanément au film d'Enki Bilal. Effectivement, là, ce que je viens de dire est contradictoire avec Lucie, dont on vient de parler. Mais en termes historiques, qui est dans la grande SF des années 70, 80, 90 française, c'est plutôt ça. C'est des films comme ceux de René Laloux qui se permettent vraiment un trip contemplatif et toucher à des thématiques un petit peu plus sociétales, comme tu dirais. Et ouais, c'est plutôt se permettre cette exception-là, prendre le temps de raconter les choses. Et
Pour les sources d'inspiration, ça vient je pense des sources du cinéma de genre plus large à la française que j'évoquais tout à l'heure. Ça vient de Métal Hurlant, forcément, qui est une espèce de source d'inspiration intarissable pour toute personne qui se lance dans la SF. Si, ne prends pas cette air, n'est-ce pas? Oh, Métal, on sait très bien. Drouillet, si un jour Drouillet faisait un film, je deviendrais fou. Je pense que je me ferais au plafond, sous vos yeux. Mais voilà. Que Drouillet fasse un film. Ouais. Pitié, je veux voir ça. Par exemple, au niveau de la science-fiction, c'est vrai que je regarde. Je lis beaucoup plus de science-fiction que je ne regarde de films de science-fiction. Je pense notamment à René Barjavel, qui a écrit. En fait, son roman le plus connu, c'est Ravage. C'est un auteur français, un auteur drômois. Et son roman le plus connu, c'est Ravage. En gros, le pitch, c'est qu'on est dans une société extrêmement évoluée. L'électricité disparaît sous la forme où on la connaît actuellement. Et en fait, l'histoire, c'est François, le personnage principal, qui quitte Paris et qui descend dans le sud de la France pour redevenir agriculteur. Et après, le fait est que les romans de René Barjavel sont extrêmement visuels, mais il n'y en a jamais un seul qui a été adapté, et peut-être parce que les plus connus qu'a fait René Barjavel se focalisent sur des choses qui ne sont pas forcément du grand spectacle. Donc il y a peut-être aussi le problème de la science-fiction, pas forcément française, mais de manière générale, au niveau des films, il y a peut-être aussi une course au spectaculaire qui fait qu'on ne va pas forcément privilégier quelque chose qui fait réfléchir ou quelque chose de minimaliste, mais mettre des explosions et des extraterrestres dans tous les sens. Alors, justement, j'allais dire quelque chose de totalement opposé. Je suis chiant. Non, mais c'est parce que je trouve que dans le peu de films de science-fiction que j'ai vus, outre les films produits par EuropaCorp, etc., avec des gros budgets, mais très souvent, quand tu as un film de science-fiction qui essaye de se permettre des choses en France, de se débrouiller avec des budgets qui sont vraiment ridicules et dérisoires comparés à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Et je trouve qu'on a ce côté un peu fait main. Quand tu vois un film de science-fiction fait en France, tu sens que les mecs se sont dit, bon ok, il faut qu'on mette cette idée-là, qui est ultra visuelle, qui est ultra forte, on a 2 €, comment on fait? Et c'est cet esprit que j'aime bien dans certains films de science-fiction français que j'ai vus, c'est ce côté débrouille, c'est ce côté envie de montrer des choses, et au final ça donne un effet qui fait que quand tu regardes de la science-fiction française, tu as l'impression que c'est très inscrit dans le réel au final. On en parlait tout à l'heure du film, je disais que je vais étudier quelques extraits de Alphaville de Godard. Et Alphaville, c'est rien de plus que hey, on va faire un film de science-fiction, mais vu qu'on n'a pas le budget pour avoir des décors de science-fiction, et ben on va tourner ça dans des décors normaux. Mais et puis faites le travail de l'imagination vous-même, vous vous démerderez. Et c'est le côté vraiment, je trouve, débrouille. Et c'est une touche qu'on n'a pas ailleurs, parce qu'ailleurs ils n'ont pas besoin de se débrouiller, ils ont assez de moyens pour ne pas avoir à faire ça. On l'a vu dans La Jetée hier, qui au final te donne des pistes, enfin des photos. En plus, c'est un film pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde était ailleurs, mais c'est qu'un roman photo, quoi. Et il n'y a rien de vraiment scientifique, de science-fictionnesque dedans, mais on te fait croire à un monde post-apo, et c'est ça la magie du cinéma, c'est ça. Mais c'est pas compatible avec le fait d'avoir des réformistes. Non, mais du coup, je sais pas si tout le monde se rend vraiment compte de ça à l'international, justement, ce côté débrouille. Donc au final, c'est dur de rivaliser, forcément, parce que je veux dire, un film qui s'exporte aux États-Unis, autant le 5e élément, ça marche. Bon, on a triché parce que c'est une coproduction. Oui, c'est vrai. Autant je suis pas sûr que ça peut marcher pour d'autres films où justement on essaye de faire ce côté débrouille, quoi. Ouais, clairement, parce que si jamais tu l'exportes, le cinéma américain et le cinéma français répondent à des codes qui sont assez différents. Et quand tu essaies de foutre un film de science-fiction français avec des codes français et ce côté débrouille que je donnais, et que tu le balances aux États-Unis, ils vont dire non, mais je comprends pas, pourquoi le personnage ressemble à ça? Pourquoi vous lui avez pas mis une prothèse en On veut des explosions, on veut des monstres, on veut des... Par exemple, c'est quand même assez dingue que dans le 5e élément, les vêtements de Jean-Paul Gaultier n'aient pas rebuté. Bon, déjà, c'était quand même un parti pris assez dur. C'est une énorme prise de risque. Ouais, c'est une énorme prise de risque. Et là, c'est la French Touch, en fait, c'est ça. Il y a une French Touch dans tous les aspects, mais tu fous Bruce Willis peroxydé avec les fringues qu'il porte, c'est n'importe quoi, je veux dire, dans le film. Et ça marche quand même. Enfin, c'est peut-être pas pour ça que Alien 4, réalisé par Jeunet, est peut-être visuellement le plus distinctif de la série. Je n'ai pas dit que c'est mieux de réaliser, c'est celui qui est le plus identifiable visuellement, parce qu'il a une patte qui est ultra spécifique, et c'est aussi le plus poétique. Ouais. Celui qui prend le plus le temps vraiment de tomber dans une poésie morbide, là où les autres n'étaient pas forcément uniquement dans l'action constante, ça parle d'eux. Mais il y avait bien sûr du travail d'ambiance, mais il y avait moins ce côté poétique qui s'extrait un petit peu d'action pour
je sais pas, développer des moments qui sont un petit peu hors de tout. Et ça, c'est vraiment, je crois, ce qui distinguait l'approche de Jeunet dans la SF. Juste à propos de ce que tu disais tout à l'heure, concernant le fait de tourner un film de science-fiction dans des décors, on va dire, normaux, au niveau du cinéma des États-Unis, moi ça me fait beaucoup penser à Soleil Vert, qui est quand même, il y a quand même une grosse économie, je ne vais pas non plus spoiler, il y en a qui ne l'ont pas vu, mais il y a quand même une grosse économie, je trouve, au niveau des effets spéciaux, et ça rend le film encore plus percutant en fin de compte. Bah après, en termes d'effets spéciaux, le film s'y prête pas trop, enfin je sais pas. J'ai pas lu le... T'as pas lu le roman? Non. J'ai pas encore lu le roman parce Bon. qu'il est plus édité Donc, depuis les années 70 et du coup il coûte 50 Mais euros. non, parce que pour moi le propos est pas là. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait mis des effets spéciaux dans Soleil Vert. Enfin, je sais pas. C'est peut-être une question d'époque aussi, mais c'est vrai que comme tu disais là, il n'y a pas non plus forcément besoin de mettre énormément d'argent dans les effets spéciaux pour faire un très bon film de science-fiction. Et c'est peut-être là effectivement qu'il y a une différence entre le cinéma de science-fiction français et le cinéma de science-fiction américain, qui n'utilisent pas forcément les mêmes ressorts et qui n'utilisent pas les mêmes moyens pour arriver à ses fins. Après, il y a tellement de sous-genres de la SF différents et tellement d'histoires possibles que les moyens, il y a certains films où il y aura besoin de bons moyens et d'autres absolument pas. Il peut y avoir quand Nathalie fait Cube, il n'y a pas besoin d'une pièce avec 2-3 éclairages et c'est parti quoi. Et ça fonctionne. T'as quand même un budget effets spéciaux. Ouais, mais il y a besoin d'avoir. Mais c'est un film qui a coûté absolument pas cher. Et c'est un truc rigolo quand tu vois le 2, la blinde d'effets spéciaux dont c'est demandé et la merde que c'est ce film. C'est incroyable. Bah c'est ça, mais après tu as aussi des contre-exemples dans le cinéma français, sur le côté, il y a le côté débrouille effectivement qui s'est créé, mais il y a des exceptions toujours qui parsèment l'histoire du cinéma de SF. Et je pense à Playtime de Jacques Tati, je sais pas si vous l'avez vu, c'est celui qui a fait Les Vacances de Monsieur Hulot, toute cette série de films un petit peu. Bien, je trouve plus le nom. Prom à la gaudriole. Jacques Tati. Voilà. Ouais. Et il a fait Playtime, qui est le personnage de Monsieur Hulot qui va dans une espèce de cité tentaculaire, post-industrielle. Vraiment, c'est une grosse critique en fait des dérives de la société actuelle, j'allais dire, mais en fait c'était dans les années 60, donc c'était la société d'alors, mais donc ça reste encore très vivace aujourd'hui. Mais pour le coup, là, il a eu besoin d'énormément de moyens. Il a tourné dans des décors complètement incroyables qui ont été entièrement reconstitués à l'extérieur de Paris. D'ailleurs, le complexe d'Abraxas, on en parlait. Je pense qu'il y a une partie qui a été tournée à Abraxas en Europe. Et voilà. À ma connaissance, les décors de Playtime ont été entièrement détruits. Ils ont essayé d'en faire un studio, ils ont essayé de le louer par la suite, mais les décors ont été rasés. Ils avaient un pâté de maison complet qu'ils avaient construit, adapté pour toutes les scènes du film. Ah, voilà. Merci. Vas-y, drive-nous, on a fini sur le sujet. Mais non, mais je vais une question, moi, par contre. Désolé, Il a jamais fini. Non, pas du tout. Vous m'aurez La question c'est qu'est-ce Non, qu'on fait en fait, c'était juste le truc dont je parlais tout à l'heure sur le côté prophétie auto-réalisatrice, en fait, de la loose du cinéma de SF. Calmez-vous tout de suite. Non, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un complexe français vis-à-vis de ça qui perdure, malgré tous les efforts de certains réalisateurs qui ont une vision, qui veulent faire tromper la logique des choses? Il y a un public de SF pour la SF en France, bien entendu, c'est une évidence, et ça se voit aussi aux résultats qu'ils font des films de science-fiction internationale en France. Qui ont aussi beaucoup de succès, mais qu'est-ce qui fait que ça reste comme ça? Moi, c'est une espèce de truc qui coince, que j'arrive pas vraiment à identifier. Est-ce qu'il y a cette espèce de complexe qui fait qu'on tendra à penser, enfin chez le grand public, que si c'est la SF française, ça sera fait avec trop pixels, ça sera chiant, et ils vont dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'hiver ?» Non mais ça c'est de base le cliché que tu as sur le cinéma français, parce que tu vas appréhender le cinéma français en disant « Oh, c'est qu'une industrie qui va produire des comédies à la con et des drames où tu chiales parce qu'un personnage a le cancer. » Et... Ou Aladdin. J'ai mal à chaque fois que tu Quel merveilleux. Ah, j'ai mal. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as ce ressenti-là face au cinéma français, tu as toujours cette grosse critique, genre le cinéma français c'est de la merde. Ce qui est faux, ce qui est une énorme connerie. Ce qui est la plus grosse connerie que tu peux dire, parce que sans cinéma français, il n'y aurait pas de cinéma. Et par exemple, il est peu varié. Voilà, le truc c'est qu'il rentre dans un truc ultra codifié où si tu ne corresponds pas aux cases qu'ont mis les boîtes de prod, eh ben, tu ne pourras pas rentrer dedans. Et c'est là où c'est compliqué justement de faire de la science-fiction, et quand quelqu'un, moi c'est ça qui me tue, je me dis, t'as un mec qui pendant 10 ans va se battre à réaliser des merdes, et un jour il va se dire, waouh, je peux enfin avoir des moyens, on me laisse avoir une prise de risque, je vais faire un film de science-fiction en France, ça va être trop cool. Il
donne tout ce qu'il a, il galère parce qu'il n'a pas de budget, mais il essaie de ramener des acteurs motivés, et les acteurs ils se disent « Ah, pour une fois qu'on ne nous fait pas jouer dans une comédie à la con, on va se donner », et tout le monde se donne, et personne n'y va. Parce qu'ils se disent non, c'est le cinéma français, c'est de la merde. Ah, c'est ça. Moi, ce qui me rend vraiment dingue un peu ici, dans le système français en général, ici autour de cette table, c'est exactement là, dans ce cadre. C'est vraiment qu'on a une culture du genre, et pas que dans le cinéma, dans la littérature, dans la BD, beaucoup dans la BD surtout, et on a tout ce qu'il faut pour faire des putains de films. Et c'est ça qui me rend dingue, c'est quoi la force des Américains? C'est quoi la force des Anglais, des Espagnols dans une moindre mesure? C'est de savoir prendre leurs mythes, les mythes qu'ils ont créés, les mythes de la pop culture, et de les adapter. Bon, moi je suis pas un grand fan d'Harry Potter, c'est pas trop de ma génération et tout, mais je reconnais la qualité du livre, enfin, son caractère plaisant, divertissant. Les Anglais, ils te l'adaptent, ils te feront une saga. Nous, je sais pas, non mais je veux dire, nous on a, je sais pas, là on sort un peu de la science-fiction, mais l'Enfeust de Troie et l'Enfeust des étoiles derrière. C'est excellent. Mais t'imagines le budget qu'il faudrait? Mais arrêtons de faire des Aladins et on supprime. Il l'a dit. Et si vous m'enfermez, un Aladin en moins, je sais pas moi, je regarde aucun de ces films. Ouais, Camping 2, on en enlève 5 dans l'année, on garde ce budget, on dit, je sais pas, on prend Alexandre Aja, on lui dit viens, mec. Ouais, mais c'est con parce que c'est de l'argent en moins qui va pas au CNC, ouais, le CNC va se rembourser. Mais au-delà de ça, tu parlais justement d'adapter les mythes, ça fait des années que Alexandre Astier veut faire un film sur la bête de Gévaudan. Ça fait des années qu'il se bat, et il trouve pas de preuve. Mec, on a eu le pacte des loups. Non mais c'était il y a 14 ans. C'était vachement bien. Avec 5 millions, on sait pas ce qu'il fait maintenant. Et c'est le souci, c'est qu'il y a des gens qui essaient d'adapter les mythes. Mais le problème, c'est comme, c'était, voilà, je déteste ce réalisateur, mais il y a Xavier Jans qui voulait faire un film justement adapté d'un mythe français dont j'ai plus le nom et ça m'énerve, mais le film a dû être abandonné. Le film a dû être abandonné parce qu'aucune production française ne voulait rentrer là-dedans. Ah mais c'est ça. Pardon, vas-y. Juste concernant tout ce qui est mythe français, il y a aussi le fait que j'ai un petit peu l'impression qu'on considère que les mythes français, c'est un petit peu des trucs ringards et débiles. Par exemple, là j'ai vu qu'il y avait hier du coup j'étais à la Comic Con et j'ai entendu dire qu'il y avait un reboot en série de Thierry Lafronde. Et le fait est que Thierry, quand tu dis Robin des Bois, tu dis ouais, même si c'est un mec en collant, tu dis c'est classe et tout, il combat les méchants, mais Thierry Lafronde ça a l'air mieux. Jacou le Croquant. Oui, c'est j'allais vous dire, il y a eu Jacou le Croquant qui est sorti je crois en 2005 avec Gaspard Ulliel il me semble. C'était si mauvais. J'ai bien aimé le livre, le film je l'ai trouvé sympa mais sans plus, mais le fait est qu'en fait t'as l'impression que quand on parle de culture française, c'est que des bouseux qui font des trucs dans la campagne française, tandis que dans les autres pays ça a toujours un truc un petit peu exotique qui fait que ça rend des inconnus ça. On pense de la France, on pense de la France. Ouais. C'est pas pareil. Non mais en fait c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous-mêmes, nous sommes persuadés de la nullité de ce qu'on croit être les mythes français. Les mythes français, c'est pas que Thierry Lafronde et Jacques Croquant, c'est Roger Salazar. Non mais c'est l'Enfeust de Troie, c'est des séries de BD comme Sillage, c'est des choses comme ça. Et je ne vois pas pourquoi, alors que ces choses se vendent en BD, pourquoi on ne pourrait pas en faire une adaptation de qualité, et pourquoi nous tous. Eh bien Luc Besson est justement en train d'adapter une bande dessinée française. J'allais justement vous orienter sur Valérian. Il n'y a que Besson qui le... Enfin, tu vois. Il nous reste parce qu'il n'y a que un petit Besson quart d'heure. qui peut avoir... Il nous reste un quart d'heure. Il n'y a que Besson qui est capable aujourd'hui en France de débloquer un budget de 170 millions d'euros pour adapter une BD française. Comme on connaît, c'est le seul qui est capable aujourd'hui de poser ses couilles sur la table et dire « Oh, j'en ai rien à foutre, je vais faire changer une loi, et puis je vais adapter une BD française, et puis voilà. » C'est le seul qui est capable de faire ça aujourd'hui, et tous les autres, j'ai bossé dans des... Je suis passé à travers des écoles de cinéma qui m'ont rendu très très triste vis-à-vis du cinéma français, Je comprends. parce que on avait des profs de prod qui nous disaient « Vous savez, ça sert à rien de vouloir faire du cinéma, si vous voulez faire du cinéma, cassez-vous. Ici on est là pour faire de l'argent. » Et c'est le premier cours que j'ai eu avec le prof de prod. Je me suis barré. Mais ce mec-là avait raison. C'est ça le pire, c'est que ce mec-là avait raison parce qu'on a parlé avec des élèves sortis de l'école depuis des années et il y en avait un qui avait réalisé un long métrage. C'était une comédie avec Fred Testo. Alors que le mec à la base, c'est un fan de cinéma de genre, c'est un fan de cinéma de... C'est ça son kiff. Mais le truc c'est qu'il a voulu réaliser des films, il a voulu bouffer. Les profs français lui ont dit, eh ben on est capable que de faire ça parce qu'aujourd'hui, pour en revenir à ce que je disais, il
Il n'y a que quand tu t'appelles Messieurs Luc Besson que tu peux débloquer un budget pour adapter, par exemple, j'adorerais voir l'Enfeuse de Troy ou des trucs comme ça, l'Enfeuse des étoiles, putain, ce serait fou en film, putain, ce serait fou, mais personne peut le faire. Mais c'est pas tellement la question de personne peut le faire, c'est peut-être une question de financement. Je veux dire, en ce moment, on voit de plus en plus, je pense, il y a de plus en plus de films qui se montent grâce au crowdfunding, par exemple. Et la solution, ce serait peut-être de se diriger vers des financements participatifs, vers des choses qui sont plus dirigées vers le collectif et vers... 100 millions d'euros en crowdfunding. On parle de Karim Devache. C'est un Karim Devache là. C'est ça tout le problème, c'est que le crowdfunding peut permettre de faire des bonnes idées, mais qui resteront dans, je dirais, dans une logique locale. Enfin, on va faire le bon petit film et les gens diront ah c'est bien par rapport au budget qu'ils avaient et c'est cool. Mais nous on parle là du putain de film qu'on veut vendre à l'international, du film qui va renverser les cerveaux des gens. Enfin, je veux dire merde. C'est ça la problématique, c'est que le crowdfunding c'est bien, mais ça va pas avoir la même portée qu'un Star Wars, qu'un Valérian et Valérian, je l'espère, ou Canada. Est-ce que tu penses aujourd'hui, véritablement, sans mauvaise pensée ou quoi, je pense qu'il y a, ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de réalisateurs français qui ont des moyens de faire des films, qui ont envie justement de renverser la tête du public. La presque totalité se plaît à vivre dans un conformisme total dans les codes qui lui sont imposés, parce que ça permet de vivre, ça rapporte des sous, ça fait pas forcément des mauvais films, ça fait pas toujours à latin, mais parfois ça fait une bonne petite comédie et le mec se dit j'ai pas perdu 2 ans de ma vie, j'ai fait une bonne petite comédie et j'ai bouffé. Eh bien, tu as tout à fait raison, je n'en vois aucun, voilà. Simplement. Non mais après, parlons de l'avenir. Est-ce que ça va pas changer? Parce que l'état de fait, il est aussi dû à une conséquence biologique qui est, pour le moment, les gens qui ont l'argent, ce sont les gens de l'ancienne génération. Mais on arrive à la fin de ça, c'est-à-dire que maintenant, c'est les gens de notre génération, je dirais 25, 35 ans, qui commencent à prendre la place de ces gens, parce que ces gens-là meurent. Ils deviennent vieux. Voilà. C'est le cycle de la vie. Ils meurent, et du coup, il faut les remplacer. Et là, c'est nous. C'est notre génération qui va prendre cette place et qui, progressivement, va changer un peu le système d'une certaine manière. Parce que ces gens, ils ont été nourris à quoi? Ils ont été nourris aux choses qui nous ont nourris, nous, ici dans cette salle. C'est quand même un peu utopiste. C'est utopiste, mais je pense... Il y a autant de vieux cons qu'il y a de jeunes cons. Bien sûr. Et c'est dommage parce que je suis sûr que les jeunes cons seront assez chiants pour arriver et piller le truc et dire « Ah, les vieux cons sont morts, on va devenir les nouveaux vieux cons, c'est pas grave. » Je suis misanthrope, donc j'aurais tendance à penser comme toi, mais gardons espoir. Il n'y a qu'une personne qui est tout seul. C'est merveilleux. Il y a une personne qui y a cru, c'est ça. Il est genre, ouais, j'ai aimé Lucie. Mais est-ce que c'est pas ça le plus important aujourd'hui? Une personne, c'est tout. Drop the mic. Je vous propose de passer aux questions du public, parce qu'en fait les questions, vous les avez toutes abordées dans l'ordre, toutes les questions que j'avais, vous êtes envoyés les uns les autres au fur et à mesure, et ça a évolué parfaitement dans la direction que je voulais vous faire aller. Vous avez senti la chimie entre nous? Vous sentez cette force mystique qui nous entraîne tous l'un vers l'autre? Presque sexuelle. Du coup, on peut poursuivre cette table ronde avec les questions du public. Ah non, les avez pas. On a une main qui se lève. Est-ce qu'on a des micros en plus? Allez, je te donne le mien. Une main, c'est là-haut. Elle va faire son sport là. Est-ce que vous pouvez à chaque fois prendre une question en haut, une question en bas, une question en haut, une question en bas? C'est moi qui choisis tout. Bonjour. Bonjour. Alors, la question, ce serait, on a parlé de crowdfunding, on a parlé de noms, de Français qui ont peut-être envie de changer quelque chose. Et moi, ça me fait penser directement à Astier et encore, qui est un bel exemple de réussite au point de vue crowdfunding, au point de vue de série de science-fiction qui change un peu la donne. Est-ce que c'est pas vers ça que notre génération veut aller? Est-ce que c'est pas ce genre de contenu que nous, en tant que jeunes et en tant que nouvelle génération, nouveau public, on veut avoir sur notre écran? C'est un mode de fonctionnement parmi d'autres. C'est toi qui sais très bien. Je
te coupé. Je sens que je vais être d'accord. C'est très facile de faire un crowdfunding quand on s'appelle Asti. Ouais. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as un nom, tu peux faire ce que tu veux. Le problème, c'est que ceux qui ont un nom, tu vois, ils sont sur ces deux-là, c'est tout. Bah, après, il y a peut-être aussi le problème, parce que c'est vrai que je parlais du crowdfunding tout à l'heure, mais après, il y a le problème de la diffusion derrière qui se pose. C'est parce que même si tu... Internet et le cinéma, il faut voir après si à long terme c'est quelque chose de compatible. Est-ce que quelqu'un qui aura fait des vidéos sur Internet ou qui aura un univers, qui aura écrit un univers et qui arrivera comme ça à créer un crowdfunding pour faire un film, est-ce que ça ne sera pas un petit peu un cheveu sur la soupe? Est-ce que les grands critiques, les médias généralistes vont pas dire c'est qui ce merdeux qui a fait 3 vidéos sur YouTube et qui veut nous faire un film? Donc après, je pense que c'est le problème de la distribution qui se passe derrière, qui se pose derrière. En fait, moi ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, le crowdfunding c'est bien, mais pour moi ça reste des choses, j'utilise pas le bon mot, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas négatif, mais mineur. HeroCorp c'était super, mais c'est pas Game of Thrones, tu vois. C'est ça. Et moi je veux du Game of Thrones, je veux pas... Tu veux le trône de fer? Non, je veux le trône de fer. Et tu sais que ça n'arrivera jamais parce que même quand on a une bonne cinéma française, ça n'arrivera jamais avec du crowdfunding. Tu vois, au-delà même du crowdfunding, tu parlais de HeroCorp. Pourquoi? Moi je pense à un cas genre la série Les Revenants. Oui. Les Américains se sont dit oh elle est bien, si on en faisait un remake. Voilà. Ah non, on va pas prendre la même, non, on va prendre... Enfin si, justement, on va prendre la série, on va prendre les cadres de la série, on va prendre des acteurs qui ont exactement la même gueule, et on va tout retourner. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, je veux dire, à moins... La flemme de traduire les dialogues. À moins d'un miracle incroyable où chacun des Français donne 5 €, et là tu dégages 300 millions d'euros, bon j'ai pas fait le calcul, hein, c'est pas à l'échelle. Ouais, voilà. Ça n'arrivera pas. On n'aura que des projets qui sont super, qui nous apportent du plaisir, qui sont de qualité, mais qui n'ont pas cette aura internationale où tout le monde va regarder ça et se taper le cul par terre. Je veux dire, ça restera des choses qui sont de bonne qualité, mais qui restent mineures, et je remets des guillemets. Voilà, Game of Thrones ne sortira jamais après un crowdfunding, mais on est tous d'accord, on veut ce type de qualité. C'est ça qu'on On a tous aussi, on veut les deux, mais on veut surtout du Game of Thrones. Justement, je voulais. On a le cinéma espagnol, par exemple, qui est très axé sur le fantastique et qui fait ça avec très peu de moyens. Qu'est-ce que. Voilà, Le fantastique, généralement, demande moins de moyens aussi que la SF. Il n'y a pas à modéliser quelque chose qui relève d'autres choses quoi, en termes de monde, quoi, de description du monde. Donc, le fantastique, c'est plus sur des. Ouais, le mode de fonctionnement, c'est rec, quoi. Pas besoin de beaucoup de thunes pour faire rec. Ouais, mais si tu pars là, en fait, le cinéma espagnol, je me rends compte petit à petit, subit le même phénomène que les bons réalisateurs de cinéma de genre qu'on avait en France. Ouais. Genre, on avait Alexandre Aja, on disait waouh, il a fait haute tension, c'est le meilleur film d'horreur français de tous les temps. Non, mais reviens par pas aux États-Unis, s'il te plaît, reviens. Et c'est ça, genre Amenabar, waouh, il a fait les autres, c'est fou. Mais qu'est-ce que tu vas foutre aux États-Unis? Non, mais reviens. Ah, Guillermo del Toro, t'es cool, t'as fait de la bière de pan, mais non, fais pas ça, non. Et c'est un peu le syndrome tout le temps, parce qu'ils savent que le pognon est là-bas. C'est ultra défaitiste, hein. On va tous se tuer à la fin. Question. Voilà, juste une petite, enfin c'était plus pour rebondir sur l'idée du, ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de cette espèce de faiblesse qu'on a en France à quelquefois distribuer des bons films de genre. Notamment, je pense à un film de genre qui s'appelle 13 Zametti, qui est très très peu connu, qui se passe dans l'univers de la roulette russe, qui est une pure merveille et qui a été distribué dans un seul cinéma. Et la pub a été tellement mauvaise que les acteurs ont été obligés de faire la pub de leur film devant la salle. Mais tout ça pour dire que 13 Zametti, je l'ai vu, beaucoup de gens l'ont vu, c'est une pure merveille et en fait il y a d'espoir. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. C'est quoi ton prénom? Merci Élisée. Mais on l'a pas vu. Enfin, si, alors bah, nous on l'a pas vu. Ouais, bah, voilà. Non. Another question. Allez. J'ai pas envie de dire, j'ai l'impression que... Allez, on encourage, allez, il va. Allez, on encourage. Montre les mains pour une invitation incroyable. Je parlais à Interville. Et top à la machette. Vous avez brûlé 170 calories. Tout d'abord, désolé. Oui, ma question, ça serait plus une question, mais en même temps une découverte. C'est est-ce que la SF française, pour la développer vraiment en France, est-ce que
le meilleur moyen ne serait pas justement d'avoir des auteurs français, il y en a plein de SF françaises pour des romans qui se fassent découvrir par des réalisateurs américains pour les faire revenir un petit peu en France. Là en fait, par exemple, ça me fait penser à Snowpiercer, qui a été une coproduction, oh là là, je vois déjà Hong Kong, américaine, machin, tout ça, voilà. Mais du coup, est-ce que ce serait pas pour développer la science-fiction française, il ne faudrait pas un retour de bâton? Mais voilà, vraiment des auteurs français qui s'exportent et qui reviendraient en France. Là, comme il a dit Victor juste avant, aussi des réalisateurs qui sont partis, pourquoi ils ne reviendraient pas peut-être un jour en leur donnant un petit espoir peut-être Quoi, ils gagnent moins d'argent, mais quelle idée. Voilà, alors, ouais, il faudrait des idéalistes. Par exemple, au niveau de la science-fiction, les auteurs français de science-fiction s'exportent très bien aux États-Unis. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est encore La Planète des Singes, qui est un roman de Pierre Boulle au départ, et qui est parti aux États-Unis. Alors, on a eu une série de films dans les années 70, on a eu plusieurs films. Là, on a eu les reboots un peu. Les reboots. Les reboots un peu liés. Mais le fait est que les auteurs français s'exportent très bien, mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est un peu grappillé par les réalisateurs américains, ou les Américains de manière générale, et que c'est tellement... par exemple, maintenant quand tu parles quand tu penses à La Planète des Singes, c'est la Statue de la Liberté sur la plage, et c'est pas tellement une image française. Donc après, c'est à se demander si le but du jeu, ça serait que les auteurs français s'exportent aux États-Unis, ou plutôt d'avoir des réalisateurs français qui voudraient bien déjà mettre en scène ce qui se passe en France. Parce qu'au niveau de la scène littéraire science-fiction en France, mais on a un vivier qui est quasiment inépuisable d'auteurs, mais le problème c'est que, ou alors ils restent un petit peu dans la catégorie sous-genre, dans les bacs du dessous ou la FNAC, ou alors ils sont exportés aux États-Unis et on ne sait même pas forcément que ce sont des auteurs français à la base. L'ordre du contrevent en film, ça défoncerait pas ça, franchement. Voilà. C'était censé se faire, hein. Ils ont essayé de faire un crowdfunding qui n'a pas fonctionné. Et la boucle est bouclée. Une autre question. Y a-t-il une question en bas maintenant? Juste à côté du coup. On parlait des auteurs et vous disiez qu'il y a il y a un gros vivier d'auteurs pour la science-fiction. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit les auteurs sur les autres médias qui se fassent pousser les ailes de réalisateurs pour porter leurs projets en film ou vu qu'on parle du cinéma, en cinéma, que les auteurs de BD aillent à la recherche de personnes pour les aider à réaliser et faire eux-mêmes leurs projets en film. Bah après, quelle que soit la personne, voilà. Et voilà. Quelle que soit la personne qui porte le projet, normalement le projet est ce qu'il est, et tant que effectivement c'est pas un gros nom comme tu disais tout à l'heure, que ce soit Jean-Paul le dessinateur ou Roger le réalisateur qui sort de je sais pas où, ça sera la même chose et ça mobilisera pas forcément plus de moyens. Donc, et après, chacun son métier. Un mec ne peut pas s'improviser non plus réalisateur si c'est pas juste son métier à la base et s'il n'a pas vraiment à devenir. Parce qu'il n'y en a pas qui le font déjà. Bah si, je pense notamment à Lou, Journal Infime, qui est sorti l'année dernière. Que si vous n'avez pas vu, vous devez voir ce film, qui est juste exceptionnel. En fait, c'est une BD c'est une BD qui représente la croissance d'une petite fille jusqu'à la fin de l'adolescence. Et le premier tome a été adapté l'année dernière, je crois en octobre-novembre, avec notamment Kian Kojandi avec une perruque. Donc c'est la première raison pour voir ce film. Et visuellement, c'est magnifique. Étant donné que ça a été réalisé par l'auteur de la BD, ça lui a permis de modifier des choses qu'il n'aimait plus trop dans la bande dessinée. Et le fait est que des auteurs qui adaptent leurs propres œuvres, ça existe déjà, mais ce film a été, je trouve, très mal distribué et très mal vendu. Alors je crois que au niveau des entrées, ça a été très honorable au niveau de la France, mais le problème c'est que c'est de la BD française et c'était pas non plus des gros cachets avec des méga effets spéciaux et voilà, ça existe déjà, mais malheureusement c'est pas assez connu, je trouve, c'est pas assez sur le devant de la scène. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, Journal Infime. Faut le voir. Il paraît que c'est très bien. Il y a quelqu'un qu'aujourd'hui qui boit son café dans un mug en fourrure. Je l'ai vu, il a un peu des cheveux gras comme moi, genre comme ça, c'est pas mal. Des cheveux gras comme moi. Il y a Nathalie Baye en grand-mère, quoi. Oui, ça c'est bien. Oui. Et elle a un petit accent, un petit peu comme si elle venait de... Un petit accent alsacien. Avec la petite fille qui joue Lou, et elle joue trop bien.
Et puis il y a aussi un passage en animation qui a été tourné dans un studio japonais. Oui, j'ai vu l'extrait sur YouTube. J'ai vu qu'ils se sont tapés des barres en mode. C'est cinéma. Voilà, mais ça rien que pour ça, j'ai envie de voir le film. Une autre question. Là-haut, tout. Ah, j'avais vu. On a beaucoup parlé des réalisateurs, mais on n'a pas vraiment beaucoup parlé d'acteurs. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que l'un des problèmes du cinéma français, c'est que franchement, aller voir un film de SF avec en tête d'affiche Clovis Cornillac ou Vincent Cassel, parce qu'on n'a pas vraiment des acteurs... C'est quoi le problème avec Vincent Cassel? C'est quoi le problème avec Vincent Cassel? Vincent Cassel, ça serait très très bien. Vincent Cassel, on le voit partout, il est bon dans un film sur deux. J'ai mal. Non, la tournure de phrase, c'est un film sur deux dans lequel il tourne est bon. Mais lui, il est toujours bon dedans. Voilà. Mais franchement, est-ce qu'on a vraiment aussi des acteurs français pour pouvoir porter en fait de la SF, ou est-ce qu'on n'est pas un peu obligé quelque part d'avoir un réalisateur français qui va faire des films de SF avec des acteurs étrangers? Je pense c'est un contre exemple. Par exemple, Michel Gondry a fait énormément de films avec des acteurs étrangers avant de faire un très bon film avec des acteurs français. Mais voilà quoi, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment beaucoup de têtes d'affiche qui puissent porter. On n'a pas l'impression de les avoir parce qu'il n'y a pas cette culture grand public en ce moment de SF qui marche à ce niveau-là. Mais c'est pas une question de tête d'affiche avec écrit SF sur la front. En France, on a la chance d'avoir des acteurs qui ont une gueule. Et genre vraiment, des acteurs, quand tu vois leur tronche, ça te marque. Je vais prendre un exemple totalement banal, mais qui est vrai. Prends la gueule de Depardieu. Tu prends Depardieu. Putain, tu vois sa tronche, le mec est capable de tout jouer, et de tout jouer bien, en plus. C'est ça qui me tue. J'ai vu un film de merde récemment, on va parler de film de SF justement. Disco quand il a une perruque afro. C'est trop bien, c'est trop drôle. C'est le seul point bon du film. Tu sens qu'il en a rien à foutre, il avait des chemises là, il a des pantoufles en moumoute rose, il en a rien à faire. Tu vas parler de Babylone. Je vais parler de Babylone AD. Ce film est une merde. Mais, il y a Depardieu qui joue un méchant russe dedans. Pendant 5 minutes, pareil, parce qu'il non, juste, il est là, il est dans une bagnole. Il est dans une bagnole, et... C'est pas un tank. Un tank. Oui, c'est un énorme tank avec des écrans hyper cool. Et ben sérieusement, le film est pourri. Mais putain de Depardieu, tu le vois avec sa gueule, t'as juste envie de rentrer dans un univers un peu chelou et glauque avec lui. Et c'est ça, tu parlais de Vincent Cassel. Putain, je tuerais pour voir Cassel, genre mercenaire de l'espace dans un film de SF. Ce serait fou, ce serait incroyable. Et on a cette culture-là, on a cette culture de la gueule d'acteur. Il y a un de mes acteurs préférés, c'est Philippe Naon. Je suis amoureux de Philippe Naon. Alors, Philippe Naon, il faut regarder du cinéma de Gaspard Noé, c'est... Voilà. Philippe Naon. Ou Camelot. Ou Camelot, c'est le père de Léo Dagan en Camelot. Putain. Ce mec-là, tu le mets genre en vieux briscard dans un truc post-apo. Bah d'ailleurs, tu trouves pas qu'il ressemble au chef des Harkonnen dans Dune? Le chef des Harkonnen, je veux dire le baron Harkonnen. Oui, le baron Harkonnen, il ressemble un peu au baron Harkonnen. Oh, ouais. Bref, je termine. On a cette culture de la gueule d'acteur en France. On a cette culture, on l'a toujours, on l'avait avec des gars comme Delon à la base, qui se sont transformés pour avoir toujours autant ces gueules marquantes aujourd'hui. Et on l'a toujours avec des nouvelles gueules qui arrivent chaque année. Tu découvres des acteurs qui vont te marquer la tronche par le biais de la comédie française ou des conneries comme ça. Ces mecs-là t'emportent avec un jeu que, putain, le cinéma américain, il nous l'envie ce jeu-là. Il nous pique des acteurs en mode, oh oui, bah ils sont bons, on va vous les piquer aussi. Mais putain, il faut qu'on les garde en France, ceux-là, et qu'on fasse des films fous avec eux. Parce que on a la possibilité, et c'est ultra marquant. Et tu parlais de Dupontel, on parlait de Dupontel. Ouais. La gueule de Dupontel. La gueule de Dupontel. Je le vois sur l'affiche. Il y a le style de jeu aussi. Enfin, oui, oui, ça fait pas tout. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté gueule. Je prends Yannick Dahan et son film La Horde. Yannick Dahan, tout le monde connaît, on est d'accord? Non. C'est le seul homme qu'il faut écouter quand il s'agit de cinéma de genre en France. Ne m'écoutez pas François. Écoutez Yannick Dahan. Il a réalisé un film qui s'appelle La Horde, qui est un film de zombies, on sort un peu de la science-fiction. Alors, j'ai pas trop de souvenirs parce qu'il l'a co-réalisé avec un ami. Oui, tout à fait.
Et du coup, alors j'ai pas trop de souvenirs du film parce que je l'avais vu dans des conditions un peu mauvaises et tout, mais et il le vendait aussi comme ça, il a pris des acteurs qui ont une gueule, et c'est vrai que là-dessus c'est important, c'est parce que la beauté lissée américaine est quand même quelque chose de très spécifique. Peut-être que ça fait partie aussi du plaisir des blockbusters américains, de ce qu'on apprécie aussi, et c'est aussi ce côté gueule, c'est aussi peut-être ce qui peut rebuter un peu l'arsenal ou donner cette French touch dont tu parlais tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, en parlant d'Alexandre Aja et de Tension. Gros slasher français, le méchant c'est Philippe Naon. Genre, le gros tueur violent, sanguinaire, ils nous font pas une scream en nous mettant un ado boutonneux, ils nous mettent Philippe Naon. Le mec, tu le croises juste dans une rue, il fait jour, il y a des gens autour, t'as peur quand même. Genre, vraiment. J'aime cette culture-là. Je nuancerai quand même le propos sur le fait sur les acteurs français, sur le fait qu'on a des gueules. Effectivement, on a des gueules, mais le problème aussi, je pense, des acteurs français, c'est qu'on est beaucoup dans un système d'héritiers. Et un système où la majorité des jeunes acteurs qu'on voit aujourd'hui, ce sont des enfants de producteurs, ce sont des enfants d'acteurs. Et le fait est que j'ai l'impression que l'industrie du cinéma s'auto-alimente et qu'en fait les gens qu'on voit maintenant dans les productions françaises actuelles, ce sont des enfants de producteurs, d'acteurs, de réalisateurs. Et du coup, c'est toujours les mêmes gueules qu'on voit, c'est toujours les mêmes gueules sur les affiches des films qui coûtent les plus chers. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qui ralentit la production de quelque chose de nouveau. C'est parce qu'on a toujours la même famille de Kikou qui est toujours là en fait. Non mais ça fait depuis 40 ans, je veux dire, tu parles par exemple de Depardieu, maintenant t'as Jules Depardieu, tu parles d'Alain Delon, bah tu parles de Delon, t'as son fils. Cassel c'est un fils d'acteur aussi. Cassel c'est un fils d'acteur, et t'as énormément d'acteurs et d'actrices qu'on voit maintenant, et réalisateurs et réalisatrices qui sont juste des enfants d'eux. Et c'est peut-être aussi ça, je pense, en grande partie, qui freine la production de quelque chose de différent. Je voulais juste... On demande de nous barrer très rapidement. Je voulais juste parler d'un film que j'ai découvert ces derniers jours en préparant un peu cette table ronde. Je suis tombé sur le cul. Terminus, 1987. Enfin, Terminus, c'est en 1987. Film post-apo français avec Johnny Hallyday en acteur principal et Karen Allen, l'actrice qui jouait Marion dans Indiana Jones 1. Pas dans le 4, le 4 n'existe pas. Et j'ai pas vu, allons voir ce film parce que je ne sais pas ce que c'est. Tu devrais aimer Indiana Jones 4. Oui, j'en suis sûr, mais regardons-le, ressortons-le de terre. Mais on parlait de gueule d'acteur, Johnny Hallyday, il a une gueule. Pardon Et par rapport à Diesel, parce que tout à l'heure de tu as vu Diesel ouais. Mais par rapport à Diesel. La volonté de faire ce genre de film, pourquoi pas, mais le résultat est catastrophique. D'accord. Bah, non, je ne comptais pas. Il a parlé de Johnny Hallyday. Regardez Vengeance de Johnito avec Johnny Hallyday. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens pissent sur Johnny Hallyday parce que c'est Johnny Hallyday. Mais regardez, Johnny Hallyday est dirigé par un des plus grands réalisateurs du cinéma hongkongais. C'est... Avec Johnito, c'est très bien. Johnny Hallyday dans Détective de Godard, c'est très bien. Mais Terminus, il faut voir ça avec 4 paquets d'herbe et... Si vous fournissez, on fait ça tous les deux, il n'y a pas de souci. Bon. J'ai la VHS. Oh. On te laisse le mot de la fin. Du coup, on m'a fait signe plusieurs fois pour me dire qu'on terminait en tout cas cette magnifique table ronde qui a été extrêmement intéressante. J'annonce juste pour le public, avant que le public sorte, juste après, il y a la remise du prix Barjavel dans cette salle, donc le prix de la nouvelle de science-fiction. Donc la remise du prix Barjavel tout de suite après. Et ce soir, il y aura la projection des films en 48 heures qui ont été réalisés le week-end dernier. Les films en 48 heures du concours 48 heures plus tard. Voilà, donc ce soir, ce sera la projection et le palmarès. Je vous remercie énormément, tous les fils. Et j'invite bien entendu tout le public à se précipiter sur vos chaînes YouTube respectives, parce qu'il y a énormément, en complément de tout ce qui a été dit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir sur vos chaînes respectives. Voilà. Encore merci. Merci.